La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. Ce dimanche, le monde libre a le regard tourné vers la capitale française. Il a ce regard tourné parce qu'un jeune de 39 ans est devenu officiellement chef de l'État. Emmanuel Macron est dorénavant président d'une des plus grandes puissances au monde. Comme dans une course de relais, François Hollande a passé le témoin à Macron. Depuis une semaine, le monde salue cette jeunesse. Il admire cette audace et loue tout simplement la démocratie. Il estime que c'est l'un des rares systèmes politiques, sinon le seul, qui permet à tout être humain d'être éligible en étant d'abord électeur. Elle fait abstraction de l'âge, mais pour autant, ces raisons sont-elles si suffisantes pour faire de ce dimanche une journée importante dans l'histoire politique du monde ? Cette journée est-elle aussi importante sur le continent noir et spécialement dans ce qu'on appelle le précaré ? Ce précaré français va-t-il finir par se rétrécir face à la montée des nouvelles puissances économiques et financières ? Et que dire de la France-Afrique ? La France et l'Afrique francophone, c'est une longue histoire. Récemment, l'un de ses artisans soulignait encore que cette France-Afrique a la vie dure et la peau solide. Va-t-elle résister aux idées novatrices du nouveau président français ? En Afrique, que signifie 39 ans ? L'homme africain, à cet âge, rêve-t-il de pouvoir ? Et de quel pouvoir ? Au Togo, les réseaux sociaux ont révélé ces derniers jours que le Togo avait eu son Macron avant Macron. En réalité, quel est le rapport ? Cette semaine, la jeunesse togolaise a abondamment analysé et commenté le changement en cours dans l'Hexagone. Plus sérieusement, quelle est la position de la jeunesse au sein des formations politiques dans notre pays ? Emmanuel Macron fait-il rêver de unir à la CDPA en passant par le cas et au but ? Depuis 1990, le microcosme politique togolais a peu évolué. Les artisans du renouveau démocratique sont restés actifs. Du pouvoir à l'opposition, plusieurs noms ont résisté au temps. 27 ans moins 39 ans égale 12 ans. Au moment où les Togolais lançaient les chantiers de la démocratie, le nouveau président de la France avait juste 12 ans. Depuis cette époque, un futur président pouvait gravir rapidement des échelons. Haute études, banquier, conseiller politique, ministre, candidat, puis chef de l'État. Quels ont été les parcours des enfants togolais nés en 1990 autour des événements du 5 octobre ? Contraintes et solutions pour l'engagement et l'évolution des jeunes togolais. Voilà le grand thème qui réunit autour de la table 4 jeunes issus de 4 formations politiques. Dans un instant, ils vont se présenter. Le temps de vous préciser les numéros de l'émission. 22 46 19 05 ou 96 50 34 37. Chers invités, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Ok, pour certains, c'est des habitués de ce studio puisqu'ils sont venus une ou deux fois déjà. Certains, c'est la première fois. Je vais vous demander de vous présenter. On va commencer par l'extrême droite. Ok, je me présente. Bonjour les auditeurs. Ici, c'est Parker Kofi Petigo. Je viens de la CDPA. Bien, merci. Je suis Silver Kodjo Sodiavi. Je suis chargé à l'information, à la communication, à la formation civique et politique du Bureau national de la jeunesse de OBU. Je dis bonjour à la jeunesse togolaise, à la jeunesse des partis politiques, sans oublier la jeunesse de mon parti OBU. Bien, merci. Je m'appelle Kodjo Aoudi. Je suis le commissaire national chargé à la communication et à la formation politique dans le Bureau national du CAR, Comité d'action pour le renouveau de Maître Yaviak Bebo. Oui, enfin. Moi, c'est Kofi Bokor. Quelques problèmes avec ce micro, allez-y. Moi, c'est Kofi Bokor. C'est bon ? Oui, allez-y. Je suis Kofi Bokor, je représente UNIR ici. Je suis enseignant. Voilà. Bien, merci. C'est la 4e fois que nous invitons les jeunes des partis politiques ce dimanche. Nous avons eu une raison particulière à vous inviter parce qu'un jeune accède à la présidence d'une des plus grandes puissances au monde. La France est 5e ou 6e puissance au monde. C'est pour cela que nous vous invitons. Est-ce qu'on peut connaître vos âges respectifs ? On commence par le représentant de la CDPA. En fait, Pierrot, moi j'ai 27 ans. Vous avez 27 ans. La CDPA est représentée par un homme de 27 ans. Amoudi, vous avez quel âge ? Pas Amoudi, c'est Aoudi. Aoudi, oui, Aoudi, vous avez quel âge ? J'ai 34 ans. Aoudi, 34 ans. Oui, pas l'âge de Macron. Oui, Silver Sodiavi, moi j'en ai 34 également. Sodiavi, 34 ans. Et puis, Boko Kofi ? Bon, j'en ai 47 ans. Vous avez 47 ans. Ouais.
Oui, dans ce studio, la personne la plus âgée qui représente un parti politique, c'est Boko Kofi du parti politique UNIR. Sodjavi Kodjo de Obu à 34 ans, Aoudi Kodjo du CA à 34 ans, Petigo Paquet de la CDPA à 27 ans. Il est le plus jeune dans ce studio. Vous le savez, Emmanuel Macron, lui, il a 39 ans. Il est plus âgé que le plus âgé de ce studio de seulement, je vais regarder. 5. Non. Oui, vous êtes plus âgé que lui. Oui, vous êtes plus âgé que Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes surpris par ce jeune âge-là d'un leader politique qui devient président à 39 ans? Cher ami Boko. Ah oui, moi personnellement, je ne suis pas étonné. Parce que d'abord, il faut connaître l'homme et après voir sa méthode. C'est un homme très cultivé. Certains philosophes disent même qu'il est âgé de par sa culture de 2500 ans. Alors, et après, c'est quelqu'un qui a une méthode. Au moment où il faisait scission avec François Hollande avait déclaré que Macron m'a trahi avec méthode. Donc, c'est un homme de méthode. On comprend aussi que la politique, c'est aussi une méthode. Donc je ne suis pas surpris. Oui, à vous écouter, c'est dans l'ordre normal des choses. Des choses, le connaissant, je crois qu'il mérite et voilà, ce n'est pas surprenant. Dans beaucoup de milieux, on est surpris. Vous n'êtes pas surpris. On va avoir la position du représentant de Obu, Sodjavi Kodjo. Oui, merci. Il faut dire que l'élection de Macron à la magistrature suprême de la République française n'a pas été une surprise. Pour parler de Macron, il faut dire que son élection résulte de 3 grands processus. D'abord, son parcours scolaire, son parcours universitaire et professionnel. Il faut parler aussi de l'environnement sociopolitique de la France et également, il faut parler de ses relations. Alors, quand nous prenons ses parcours universitaires et autres, il faut dire que Macron, il a commencé ses études en étant élève dans une école confessionnelle. Et là, une école confessionnelle catholique. Et il y a la rigueur là. Maintenant, il a fait son baccalauréat bac S avec mention très bien. Et il a eu sa maîtrise et son DEA en philosophie. En 2001, il a fait à Paris une formation il a fait une formation en sciences politiques. Quand il a fait les sciences politiques, à partir de 2004, de 2002 à 2004, il a fait l'ENA, où il a découvert le monde de l'économie politique. Après, rapidement, il a intégré la direction la direction générale donc de l'inspection, où il a eu son mentor. Et après, ce mentor, qui s'appelle Jean-Pierre Juillet, l'a proposé en 2007 pour une commission que Sarkozy, nouvellement élu, venait de créer. Et il a été le secrétaire général, le rapporteur adjoint de cette commission de libération de la croissance française. Et là aussi, il a eu un patron. Donc, ce patron aussi l'a recommandé maintenant à Rothschild, là où il a travaillé. Et il faut dire qu'il a travaillé comme banquier et après 2 ans, il est devenu associé. Alors, ce parcours, qui est un parcours assez important, n'est pas, disons, unique dans le monde, mais est beaucoup plus révélateur. Parce que quand il a travaillé dans ces commissions, il a noué beaucoup de relations. Ces relations qui, après maintenant, ont permis à ce qu'il ait des soutiens de taille pour l'aider dans sa campagne et devenir président de la République. Aussi, c'est une suite logique des choses. Tout à fait. Représentant du CAR. Non, il faut dire que avant de dire qu'on est surpris ou pas, il faut savoir quel est l'environnement politique dans lequel Macron est devenu président. Nous parlerons de cet environnement dans un instant, mais quand on dit que quelqu'un est devenu président à 39 ans d'une si grande puissance, moi personnellement, ça ne me surprend pas. Parce que nous parlons comme si c'est la première fois. En Afrique aussi, nous avons eu des présidents tels que Thomas Sankara au Burkina Faso prenait la tête du Burkina Faso à l'âge de 35 ans. Oui, ce n'est pas des coups d'État, ce n'est pas la même chose.
mais il a été élu finalement. Si vous voulez, je vous donne un autre exemple. Patrick Lumumba, qui était nommé Premier ministre du nouvel État du Congo, avait 35 ans. Donc, personnellement, moi, ça ne me surprend pas. Et comme l'a dit mon cher ami, le parcours de l'homme était un parcours de titan. Et surtout, les relations qu'il avait et ceux qui l'entouraient au cours de cette campagne. Et tout promettait que Macron allait gagner. Et donc, moi, personnellement, je ne suis pas surpris. Les trois ont parlé beaucoup du parcours de l'homme, de sa formation, université et ses relations. Est-ce que vous allez ajouter quelque chose? Justement, Pierrot. Oui. Voilà, lorsque moi je vois l'élection de Macron à la présidence de la France aujourd'hui, je vois que les Français se sont exprimés. Et dans cette expression, ils ont juste exprimé ce qu'on peut appeler en fait une volonté de changer, d'essayer une autre vision, de faire une autre chose. C'est-à-dire que depuis plus de 4 décennies, en France, le pays a été dirigé par des gouvernements ainsi que de gauche que de droite. Ils s'alternaient entre eux. Macron venait à point nommé parce que le peuple ne voulait plus forcément de ceux-là. Il y avait des géants, il y avait Fillon à côté, il y avait des éléphants du Parti socialiste. Mais le jeune Macron, il a vite profité de la situation. Il a fait en fait un bilan. Mais il savait ce que voulait le peuple. Il s'est basé sur ce désir de changement pour proposer une nouvelle vision à la France aujourd'hui. Oui, toute cette analyse, oui, on la connaît. Mais quand vous me dites que vous n'êtes pas surpris, c'est quand même étonnant. Oui, je ne suis pas surpris parce que moi personnellement, je pense que est-ce qu'il y a un an, vous pensez qu'En Marche allait finalement atterrir à l'Élysée? Ou pas forcément, mais je dirais que beaucoup de situations ont concouru à ce qu'il soit aujourd'hui. Mais il faut dire que juste après les primaires socialistes, je le voyais quelque part venir. Je le voyais parce qu'il faut dire qu'il y a l'éclatement du Parti socialiste. Déjà, il y a l'émergence du jeune Macron. Et surtout, ce qui a facilité la tâche au jeune Macron, c'est quoi? C'est finalement les affaires qu'a connues M. Fillon. On peut dire que le gars, il a certainement un destin qui le prédestinait pour être président de la France. Dans ce qui vient de se passer, ou ce qui est en train de se passer en France actuellement, puisque la passation de pouvoir a eu lieu ce dimanche, est-ce beaucoup plus Macron ou c'est la démocratie française? Parce que, comme quelqu'un l'a dit, il y a d'autres à 39 ans qui ont tenté, qui ont voulu être chef d'État sur la Terre ou dans un certain nombre de pays de la Terre, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que c'est lui parce qu'il a fait des formations brillantes ou quelque part c'est parce qu'il a bénéficié de l'environnement politique qui est fait de démocratie? Non, je pense que c'est la France qui gagne, pas forcément Macron. Parce que Macron seul ne peut rien faire. Il a travaillé avec une équipe, il avait un bon entourage, il avait les belles relations qu'il faut et le timing était parfait. Il faut parler également du timing. Peut-être que si cette élection était organisée en 2016, il ne serait pas président. Donc je crois que c'est la France qui a encore voulu donner une leçon au monde entier, surtout à l'Afrique, et au Togo en particulier, où on voudrait également voir les jeunes émerger, voir les jeunes quelque part exprimer en fait leurs idées, exprimer leurs convictions aussi facilement et tels qu'ils le pensent. Voilà. Je crois que c'est la France qui a été le plus grand gagnant. Nous parlerons abondamment du Togo dans cette émission, ne vous en faites pas. Et représentant de UNIR, quelle est votre position sur la même question? Moi, je crois qu'il fallait être prophète pour penser que Macron serait président. Mais de toutes les façons, comme je l'ai déjà dit au début, connaissant la personne, la voyant venir, on peut, au fil du temps, aller sur ce terrain-là. Mais moi, je crois que c'est plus le travail personnel de cet homme-là. C'est pas forcément, c'est vrai, à entendre les uns les autres, on a l'impression que la victoire vient de l'extérieur. Moi, je pense plutôt que c'est d'abord Macron qui s'est battu, qui s'est donné une culture de titan et qui a su profiter de la situation. Il avait des mentors, mais à un moment donné, il a su faire défection. Et a raison, et il est parvenu à son objectif. Oui, la question du destin, tout ça, oui. Mais l'environnement, est-ce que quelque part... Oui, ça a joué quelque part. Mais fondamentalement, c'est l'individu qui a travaillé, sa personne, et qui a porté un projet de société. Et finalement, la France a adhéré. Eux tous, ils avaient des projets. Mais la France a trouvé qu'en cet homme-là, il y a quelque chose à espérer, quelque chose à gagner. C'est pour ça que la France a voté. Mais je crois que le premier pas, c'est l'individu qui l'a fait.
représentant du CAR. Non, je suis quelque part tenté d'être d'accord avec mon ami de l'UNIR, mais je le disais tantôt, au moment où vous nous aviez donné la parole sur la première question, je disais qu'il faut tenir compte de l'environnement politique dans lequel Macron a été élu. Ça aurait été dans un pays comme le nôtre, ce serait difficile. Il a beau travailler, mais il n'aura pas ce résultat. Et cette élection dénote du niveau de culture politique qu'ont les citoyens français. Donc l'environnement compte beaucoup. S'il n'y avait pas cet environnement démocratique, s'il n'y avait pas cette grande démocratie, peut-être que Macron ne serait pas élu. Ici, il y a le poids de la culture traditionnelle. On va dire, mais il y a tes grands frères, pourquoi toi tu te précipites, attends ton temps. Mais en France, on cherche plutôt à voir est-ce que la personne a la compétence pour jouer ce rôle. Voilà. Donc, quelque chose de nouveau. Il parle de pesanteurs culturels dans certains pays. Oui, il y a le droit d'aînesse. Certains jeunes n'ont pas le droit à la cité, comme on le dit. En France, est-ce que c'est beaucoup plus l'environnement politique fait de démocratie ou c'est plutôt le travail personnel d'Emmanuel Macron? Entre-temps, nous avons parlé du travail personnel, donc de Macron, mais il faut ajouter, comme les autres l'ont dit, essentiellement l'environnement politique. Et l'environnement politique, et le peuple français est si mature qu'il a pu lire dans les démarches de Macron la personne idéale pour pouvoir incarner le rêve qu'il nourrit au jour le jour. Parce que quand nous prenons la droite pure et dure, et donc qui n'a pas eu de résultat avec Sarkozy, quand nous prenons la gauche de François Hollande, donc François Hollande qui n'a pas pu moraliser la vie publique, François Hollande qui vraisemblablement n'a pas pu permettre de résorber un tant soit peu le chômage. Et le peuple qui se perd a vu que Macron est venu avec une idée nouvelle, donc de fédérer les compétences de la gauche, de la droite, et pour avancer. Voilà pourquoi il a, même actuellement dans son équipe, les 428 candidats investis, il a pu puiser dans tous les secteurs socio-professionnels du pays. Dans certains nombres de pays au monde, il y a le peuple qui se perd, mais visiblement, même si quelqu'un surgit de nulle part, il lui est difficile d'accéder facilement au pouvoir. Oui, j'ai dit que nous sommes en France où le peuple d'abord est mature et sait opérer ses choix. Et en plus, disons que l'alternance est une culture au niveau de la France depuis bien des décennies. Ce qui a permis que si le jeu électoral est clair, alors pourquoi est-ce que celui-là qui incarne l'aspiration du peuple ne peut pas être proclamé vainqueur? Donc cette démocratie, cette culture démocratique qui manque à bien des pays africains est une réalité en France et a permis à l'élection de Macron. On a entendu parler de maturité politique et une ou deux personnes autour de la table l'ont répété. C'est quoi selon vous la maturité politique? C'est quoi la maturité politique? Oui, moi je voudrais voir le problème autrement. La démocratie est avant tout culturelle. Tout à l'heure, le camarade du CAR a parlé de la culture africaine. Et il dit que par rapport, il prend un exemple, le droit d'aînesse, par rapport à ce droit, à ce principe-là, il est difficile aux Africains de... Voilà. Mais là, et tout à l'heure, l'autre camarade a parlé de la maturité. Et cette maturité, je crois que c'est d'abord culturel. Donc la maturité politique, ou la maturité, ou le principe démocratique, c'est d'abord la culture, c'est d'abord une culture. En Afrique, c'est ça qui pose le problème dans les pays africains qui sont en voie de démocratisation. Ce n'est pas forcément une question de personne, mais c'est surtout une question de principe culturel. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que tout à l'heure, nous avons dit que Macron a fait un travail personnel. Et après, l'autre est venu en appui. Je ne sais pas si vous me suivez. Non, moi je vous suis. Donc voilà, ça c'est ma position. Donc la culture démocratique, c'est d'abord un principe ou un acquis culturel. C'est ça. Et c'est ça qui manque essentiellement dans les pays africains.
Oui, vous l'avez écouté, je ne sais pas si vous avez des réactions. Oui, quand on l'écoute, oui, quelques freins à la démocratisation en Afrique. Ces freins-là viennent des principes ou bien des situations plutôt des habitudes culturelles ou traditionnelles pour le continent africain. Et moi, mais j'aimerais revenir sur cette question de la maturité politique. Voilà, vous parlez de c'est quoi la maturité politique. Je crois que cette maturité dont on parle, il y a beaucoup de pays africains qui ont commencé à l'expérimenter déjà. Lorsque je prends par exemple le cas du Sénégal, avec l'élection de Macky Sall, vous savez, il arrive à un moment donné où le peuple arrive à voter quoi, le projet, bien la vision que apporte en fait le candidat. Le peuple français a vu les Fillon, a vu les Mélenchon, a vu tous ces gens qui étaient des élus. Macron n'a jamais été un élu. Mais il est venu avec l'idée de rassemblement. Il a pris un peu de gauche, un peu de droite. Et il a proposé une vision que les gens, bien les experts disent aujourd'hui encore pas clair. Mais déjà, l'effort qu'il a fait de pouvoir rassembler un certain nombre de personnes, un certain nombre de leaders, donc, ça lui a donné en fait la possibilité de présenter un projet auquel les Français ont adhéré. Les Français ont voté pour Macron, pas forcément parce qu'il est jeune. La jeunesse, c'est un état, ce n'est pas forcément une qualité pour lui, mais parce que le gars avait un projet. La maturité suppose que, arrivé à un moment donné, il faut viser l'intérêt général, l'intérêt national. Et les votants votent parce qu'on croit que dans 5 ans, vous tiendrez notre destinée et vous allez travailler pour la prospérité de la nation. Je crois que c'est ce qui a joué dans l'élection de Macron. Et les Béninois l'ont prouvé également avec l'élection de Talon il y a 1 an et demi. S'il pouvait passer, si c'était au Togo par exemple. Mais les Béninois ont vu l'intérêt national, l'intérêt général. Tout le monde a fait un front contre en fait, cette proposition de candidature de Lionel Zingsou. Aujourd'hui, les Béninois sont gouvernés par quelqu'un qu'ils connaissent très bien, quelqu'un qui connaît leur réalité. C'est ça la maturité politique, lorsqu'on arrive à faire le distinguo entre le vrai projet politique et la personnalité. Mais il y a une personne. Il faut cesser de voter pour une personne, mais pour un projet. Ça amène, bien ça appelle la maturité politique. Ok, à écouter le petit go parquet de la CDPA, il a cité quelques pays, mais il n'a pas cité le Togo. Est-ce que cela veut dire que quelque part la maturité politique dont on parle est en panne Là, je ne vais pas réfléchir trop avant de dire non. Cette maturité est en panne. Parce que vous voyez, lors des échéances électorales, les gens ne votent pas forcément pour un projet. Les gens ne votent forcément pas un projet, mais il y a des gens qui se disent quelque part héritiers national, bien héritiers naturels, j'aurais dire, des méritants naturels. Eux, ils doivent forcément participer aux échéances électorales. Et le peuple ne vote pas forcément pour eux parce qu'ils portent une vision. Surtout, on a parlé de culture. Certains se disent que peut-être que je viens du Nord, je dis que c'est mon fief, et pour moi, naturellement, ceux du Nord doivent voter pour moi. Je viens du Sud, je dis que ma base électorale est au Sud. Et lorsque je vais vers ceux du Sud et ceux du Nord, je ne leur propose pas un projet rassembleur, un projet qui va à l'échelle nationale, mais le projet reste en fait au niveau communautaire. Donc c'est ce que nous devons corriger quelque part. Si vous voulez être un candidat à l'élection présidentielle, il faut être en mesure de proposer pour toutes les communautés. Comment justement corriger ce que vous appelez l'immaturité politique qui est constatée dans un certain nombre de pays africains et vous citez également le Togo? Non, il faut dire que la question que vous posez, c'est une question importante, surtout s'il s'agit du Togo. Et mon ami a tout dit, tout ce que je voudrais dire, parce que quand on parle de la maturité, il faut faire le distinguo entre la personnalité qui est devant vous et son projet de société. Mais au Togo, nous avons remarqué que c'est les individus que nous votons. Moi, j'ai été candidat aux élections législatives en 2013. Je sais ce que c'est. De quand tu craches en physionomie, toi et à tes grands frères, pourquoi tu te précipites? C'est pour cela que je parlais tantôt de la culture traditionnelle. Et l'immaturité dont nous parlons existe bien au Togo. Pourquoi je dis cela? Quand vous écoutez la jeunesse dans sa majorité, les jeunes disent ils sont fatigués, et vous verrez que la jeunesse togolaise est dans la résignation totale par rapport à la politique. Ce qui fait qu'il y a des moments quand je fais une introspection, je me demande quel type de société aurons-nous dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et c'est pourquoi je suis heureux d'être invité dans cette émission, parce qu'il est temps que nous attirions l'attention
de la jeunesse togolaise. Et pour réparer cette immaturité politique, il faut que nous qui sommes jeunes, enfin ceux qui comprennent quelque chose par rapport à la chose publique, par rapport à la gestion de l'État, que nous commencions à sensibiliser non seulement la jeunesse, mais tout le peuple togolais. Voilà pourquoi d'ailleurs, au moment où nous allons au congrès au CAR, nous avons adjoint au poste de chargé à la communication celui de la formation politique. Et nous avons déjà commencé cela quartier par quartier pour attirer l'attention surtout de la jeunesse qui est appelée à prendre la relève de ce pays. Et donc, autant que nous sommes dans nos maisons, dans nos quartiers, il faille que nous commencions à expliquer ce qui se passe, la situation sociopolitique et économique surtout, dans laquelle nous vivons au Togo, à nos parents, et faire des propositions concrètes pour dire que pour sortir de l'ornière, pour que le peuple sorte de l'ornière, voici ce que nous devons faire. Et voilà, aujourd'hui, si vous faites une analyse pertinente de ce que veut le peuple, c'est la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que ces réformes-là? Il faut que nous, qui sommes, nous approprions des paramètres de ces réformes-là, afin que nous puissions récupérer et répercuter cela au niveau de nos parents, avec des explications, avec des exemples à l'appui. On a compris, nous allons donner la parole au représentant de OBU. Il a évoqué un certain nombre d'attitudes à avoir pour éventuellement corriger ce que nous appelons l'immaturité politique. Est-ce qu'au niveau de votre parti politique, oui, vous êtes jeune, pour que vous arriviez à peser sur les décisions, il faudrait qu'on vous considère, dans vos différents partis politiques, est-ce que vous êtes autant considéré que ça? En tout cas, vous savez toujours qu'à OBU, les jeunes sont véritablement consultés. Les jeunes sont consultés à tout moment. Nous avons notre place au sein du bureau politique pour toute décision. Alors, quand on parle d'immaturité politique, moi je voudrais donner un petit tableau là. Macron, nous avons dit que Macron a rassemblé de la gauche et de la droite. Alors, quel sort réserve-t-on chez nous ici au Togo à un homme politique qui voudrait bien être républicain et travailler au même moment avec les partis de l'opposition et puis la mouvance présidentielle? Il sera taxé de vendu. Vous connaissez les termes, ce n'est pas à moi de les lister. Et c'est un mal qui gangrène et qui sabote les efforts des hommes politiques de l'opposition. Et ça, comme Aoudi, mon frère, vient de le dire, il faut remédier à ça par la formation, par la sensibilisation. Je me réjouis aujourd'hui qu'au sein du parti politique OBU, nous avons des programmes. Nous avons des programmes de formation. Moi, je suis en charge de la formation civique et politique. Et chaque week-end que Dieu fait, nous sommes avec les fédérations. Nous sommes avec les jeunes. S'il y a des formations, des explications que je peux donner, je donne. Mais s'il y a à faire recours donc, à des experts pour donner des formations, nous n'hésitons pas à le faire. Pour ce qui est de l'intérieur du pays, nous avons tout un programme et au fur et à mesure, par moment, nous allons aussi à l'intérieur pour pouvoir sensibiliser. Aujourd'hui, les consciences ont timidement commencé à changer, mais c'est un travail de longue haleine. Pour changer une mentalité de tout un peuple, il faut beaucoup de travail et nous en sommes courageux, nous pouvons y arriver. Beaucoup Kofi Devini maintenant. Je voudrais revenir sur un aspect qui me semble très important, c'est que tout à l'heure, le camarade CDPA a parlé de l'immaturité politique et a cité le cas du Bénin comme un exemple de maturité politique. Je voudrais revenir là-dessus. Souvenez-vous que dans l'histoire du Bénin, il y a eu ce qu'on a appelé le socialisme populaire. Et les Béninois faisaient Eouzou Dandan, tout le monde se rappelle. Et ça, c'était une manière, c'était une pratique qui, on va dire, a préparé les Béninois à quelque chose. Au Togo, ce n'était pas le cas. Ok. Autre chose, je voudrais dire qu'il n'y a pas une mesure, une unité de mesure pour la maturité politique. C'est une notion vraiment difficile à cerner, mais je pense qu'il est bien de dire que c'est un processus. C'est un processus. Même dans les élections de France, on peut constater parfois des égarements.
vous allez voir que la droite et la gauche, les deux sont éliminés. Et à un moment donné, il faut faire alliance pour faire barrage aux populistes, à Marine Le Pen par exemple. Ou alors, c'est au premier tour Marine Le Pen qui émerge. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est parce que les Français ne sont pas mûrs? Ou alors est-ce que... Donc, pour moi, il n'y a pas une mesure, il n'y a pas une unité de mesure de la maturité politique. Dans tous les pays, sur certains aspects, on peut trouver ce qu'on peut appeler maturité. Sur certains aspects. Mais sur le plan peut-être l'alternance ou la démocratie, etc., on peut trouver des choses à redire. Moi, je conclue pour dire sur ce point-là qu'il n'y a pas une unité de mesure pour la maturité politique, pour dire que tel peuple est mûr et que pour les 100 ans à venir, il n'y aura pas de dérapage. J'ai compris votre position et votre développement, mais quand nous prenons le Togo d'aujourd'hui, nous sommes en 2017, quel est votre regard sur ce que les observateurs appellent la maturité ou l'immaturité politique? Pour vous, est-ce que les Togolais sont matures politiquement? Il y a plusieurs causes. Si nous prenons la cause culturelle, une des causes. Non, avant de venir aux causes, oui. La question c'est de savoir et de répondre par oui ou par non. Est-ce que par exemple les Togolais... Le Togo progresse. Le Togo progresse. Le Togo est en train de progresser. Progresser. Donc voilà votre réponse. Et vous autres, est-ce que vous sentez que... quand on parle de maturité politique, est-ce que vous sentez que le Togo progresse? Est-ce que le Togo a fait beaucoup de pas entre 1990 et 2017? Est-ce que vous sentez qu'on a fait beaucoup de pas? Monsieur Pierrot, nous devons faire attention à ce dont nous parlons. Quand on parle de progrès, je ne sais pas de quel type de progrès nous parlons. Mais ici, nous parlons de la maturité politique. Et je suis d'accord avec mon ami de l'UNI qui dit qu'il n'y a pas une unité de mesure. Mais quand nous regardons les attitudes de nos concitoyens, mais ça dénote de l'immaturité. Je vais vous donner un exemple assez simple. Vous allez à la campagne, vous expliquez l'état actuel ou bien la situation économique de nos concitoyens à eux-mêmes. Et puis, un concitoyen se lève et dit, mais mon cher ami, tu parles trop. Les gens sont venus ici, ils ont distribué les tricots, les habits. Si vous avez apporté quelque chose, donnez et puis vous allez partir. Mais ailleurs, vous ne verrez pas ça. Quand mon ami donne l'exemple du Bénin, même, vous allez m'excuser, les conducteurs de taxi-moto, quand ils discutent de la situation politique de leur pays, vous serez surpris. Au Togo aussi, quand même. Mais allez-y voir quelle discussion ils font. Il y a le fond aussi. Il y a le fond qui compte. Excusez-moi. S'il vous plaît, laissez-moi terminer. Quand vous parliez tout à l'heure, nous sommes d'accord, ok. Et je vous dis que ce serait malhonnête de ne pas reconnaître qu'au Togo, il y a l'immaturité politique. Mais le Togo progresse. C'est ça la question. Ça n'a rien à voir. On demande à savoir s'il y a l'immaturité ou pas. C'est ça, monsieur le journaliste, c'était la question. Nous considérons que pour le moment, il n'y a pas la maturité politique. Mais il y a la maturité politique au Bénin. C'est ce que vous dites? Oui. Alors, il n'y a pas la maturité politique au Togo. Nous devons l'accepter pour pouvoir le corriger. Si nous ne l'acceptons pas, cher ami, attendez que je finisse, vous aurez le droit à la parole. Si nous n'acceptons pas qu'il y a l'immaturité politique, eh bien, nous continuerons à commettre les mêmes erreurs. Et moi, j'ai peur que dans 20 ans, je ne sais quel type de société aurons-nous. Et surtout, chaque année, on nous chante. Vous êtes la relève de demain. Vous êtes la relève de demain. Et si la relève ne se prépare pas, elle ne sera jamais cette relève dont nous parlons. Elle sera toujours relève de demain. Parce que la relève, il va falloir que la relève prenne réellement la relève un jour. Mais quand la relève n'est pas préparée à assumer la responsabilité qui lui reviendra, elle demeurera à cette étape de relève. Donc, nous devons travailler à corriger cette immaturité-là, ne pas la... Représentant du CAR, on vous a compris, nous allons retourner la parole au représentant de UNI, Bouko Kofi. Et quand nous prenons les années 90, le comportement des citoyens togolais vis-à-vis des faits politiques, est-ce que vous sentez qu'entre 1990 et 2017, il y a eu des changements, il y a eu des progrès? S'il y a eu des progrès, lesquels par exemple? Il a donné un exemple concret. Quand vous allez sur le terrain en période de campagne, les électeurs réclament plus les tricots et les gadgets que d'avoir accès aux idées ou aux propositions des candidats. Ma réponse selon laquelle le Togo progresse n'est pas de nature à dire qu'il ne faut pas travailler. C'est que je ne veux pas verser dans le pessimisme en ce qui concerne la jeunesse togolaise. Donc, sur ce point-là,
je crois que nous disons la même chose. Le Togo progresse. Il dit qu'il y a une maturité. Moi, je dis dès le départ qu'il n'y a pas une unité de mesure pour dire que voilà, vu ceci, le Togo est immature. On ne peut pas dire ça sur certains aspects. Il faut aller au fond du débat. Autre chose, vous avez demandé si depuis là, il y a eu évolution. Au Togo, vous m'excusez, on se comporte comme cette anecdote-là du bœuf indien qui a été enchaîné pendant plus de 25 ans. Et puis un jour, on l'a lâché. Le bœuf a continué à tourner en rond, ne sachant où aller, et tourne, et tourne, et tourne. C'est ça un peu l'image au Togo. Moi, je crois que les choses, quoi qu'on dise, évoluent d'une manière ou d'une autre. Et on doit aboutir à une maturité politique. On doit travailler. Je suis dans la logique que lui. On doit travailler, on doit appeler la jeunesse à une conscience citoyenne, on doit former. Je suis d'accord avec les autres sur ce point-là seulement. Qu'on ne dise pas, qu'on décrète que voilà, au Togo, il y a une maturité. Donc, nous nous comportons comme ce bœuf-là qui doit profiter de cette liberté, mais qui refuse. Qui peut dire qu'avant, ou alors dans les années 90, on pouvait faire cette émission-là? C'est un exemple banal. Cette émission que nous faisons pour parler de la politique, il faut voir tout ce que les médias disent. Je crois qu'il y a quand même espoir, il y a lueur d'espoir. Et sur ce point, on peut dire que le Togo progresse. Est-ce que les choses changent? Oui, je crois. C'est mon point de vue. Entre-temps, certains ont proposé qu'il y ait de la sensibilisation pour pouvoir éventuellement amener le peuple togolais à beaucoup plus de maturité. Oui, ces propositions que vous faites là, malheureusement au niveau de vos partis politiques, il y a un certain nombre de leaders qu'on a connus depuis le début des années 90. Ils sont là, inamovibles. Est-ce que finalement, c'est une bonne ou une mauvaise chose pour vous, jeunes? Je n'ai pas bien saisi la question. Moi non plus. Il y a ces leaders, certains, au niveau de cette formation politique, qui sont là depuis les années 90 et ils n'ont pas changé depuis. Ils ont certes de l'expérience. Mais leur présence, est-ce que ces présences profitent à vous ou pas? Ça profite aux jeunes. Vous qui êtes des jeunes leaders au sein de cette formation politique. Les jeunes leaders au sein de cette formation politique, je dirais... Est-ce qu'ils vous bloquent, par exemple? Pour progresser? Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas encore trouvé ça sur mon chemin. Peut-être ailleurs. Mais je dirais personnellement que ça peut être un frein, si jamais c'est le cas. Mais moi, je n'ai jamais été exposé à ça où tu vois... Vous avez quand même un regard d'ensemble sur la scène politique, que ce soit au niveau du pouvoir ou de l'opposition. Vous connaissez les leaders, vous les connaissez au niveau du pouvoir. Est-ce qu'ils ont changé au niveau de l'opposition? Est-ce qu'ils ont changé? Est-ce que des jeunes sont arrivés à émerger? Quand on prend le cas de Macron, il lui a fallu moins d'1 an et demi. Alors que vous, par exemple, vous êtes dans vos formations politiques, ça fait un certain nombre d'années. Peut-être que pour certains, c'est la première fois qu'ils participent à une émission du média. C'est possible aussi. Je voudrais réagir. Je n'ai pas encore fini. D'accord. Donc, parlant de ça, il y a cette réalité. Il y a un problème de renouvellement de la classe politique. Ça, il faut être conscient et sincère par rapport à ça. Des anciens qui ne veulent pas, quelque part, certains anciens qui ne veulent pas, non seulement... être conscient par rapport à l'évolution de la vie politique et se rendre compte que leurs idées et leurs positions ne sont plus tellement adaptées aux réalités des Togolais. Il y a cette réalité. Parce que vous avez parlé du côté du pouvoir. Vous avez parlé du côté du pouvoir. Donc, parlant de ça, il y a cette réalité. Vous avez l'impression que vous voyez toujours les mêmes têtes. Les gouvernements successifs, c'est toujours les mêmes têtes qui reviennent. Soit vous le voyez aujourd'hui dans ce ministère, le jour d'après, c'est dans d'autres ministères. Ça ne se renouvelle pas quelque part. Mais... personnellement, et dans mon parti, la CDPA, moi j'y suis entré il n'y a pas longtemps. Et mis à part le fait que les aînés doivent céder de la place, il faut également dire aux jeunes de travailler, dire aux jeunes personnellement de se cultiver sur le plan politique. Si tu arrives à assumer, si les aînés voient en toi la capacité, la potentialité, les compétences de pouvoir assumer, je suis sûr qu'ils vont te lancer. Ils vont te lancer. Pourquoi ils n'iront pas le faire? Parce que quelque part, si vous êtes dans un parti politique, c'est pour le bien du parti, pour le bien des Togolais dans son ensemble. Donc je pense quelque part que c'est vrai, il y a cette réalité de frein des aînés, mais quelque part aussi, il y a des partis politiques qui respectent en fait le renouvellement quelque part. Je ne sais pas si on peut avoir un chiffre au niveau de la CDPA en termes de représentation des jeunes. Et vous êtes combien là-bas? En termes, quand on dit un pourcentage de ceux qui ont une carte de la CDPA. Je ne sais pas si vous avez les chiffres. Oui, mais sans mentir, moi je veux parler du bureau national. Parce que lorsqu'on parle d'un parti politique, ce n'est pas seulement un bureau national. Il y a les fédérations, il y a les sections, les sous-sections. On ne peut pas les identifier comme ça. Mais ceux qui ont des responsabilités dans la CDPA, je peux dire qu'on est à plus de 60%. Si je vous amène aujourd'hui, en fait,
comment on l'appelle, c'est l'organigramme, non, c'est pas l'organigramme, je vous apporte aujourd'hui en fait le bureau composé de toute la CDPA. Vous verrez beaucoup de jeunes qui sont en responsabilité. Nous, on a la chance chez nous quelque part de lancer les jeunes. Il n'y a pas ce frein-là chez nous. Nous commençons donc par parler des contraintes qui font qu'un certain nombre de jeunes et de jeunes filles, de jeunes garçons ne viennent pas facilement à la politique. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? Il n'y a pas assez de jeunes qui viennent comme vous ou qui ne s'affichent pas politiquement. Et il y a un exemple assez frappant. Un certain nombre de jeunes Togolais appellent les médias et quand ils sont à paix, ils disent qu'ils sont à Goué. Quand ils s'appellent Kofi, ils disent qu'ils s'appellent Kodjo. Oui, il y a ces contraintes-là. Comment est-ce que vous expliquez tout ça? Ils ne s'assument pas. Pourquoi? Mais, oui, je pense qu'il y a essentiellement une question qui va porter sur cet aspect. Mais il faut dire que le civisme est en panne. Je ne vais pas développer ça, du moins pour le moment. Mais il faut dire que la jeunesse togolaise ne cultive pas l'audace. Bien qu'elle soit instruite, bien qu'il y ait des têtes bien faites, cette jeunesse hésite encore à embrasser la vie associative d'abord, qui est une étape qui permet de se mesurer, une étape qui permet de se frotter avec les prises de parole, les réflexions, les analyses, et partant de là, embrasser le pas de la politique. Mais aujourd'hui, c'est un exemple que je suis en train de donner. Quand je dis aux gens que moi je fais de la politique, ils disent « Ah, mais ça c'est dangereux, c'est mortel, tout ça ». Donc, des appréhensions comme telles bloquent l'envie de la jeunesse, ou du moins de la grande partie de la jeunesse, à s'engager en politique. Pour ce qui est des filles, c'est extrêmement difficile que les filles puissent accepter donc faire la politique. Mais si je parle des femmes, il y a beaucoup de pesanteurs aussi qui les retiennent. Mais ce qui est des filles, c'est que la réticence d'abord doit être corrigée au niveau de la famille. Au niveau de la famille, il faudrait que les parents puissent suivre ces filles-là et essayer de les éduquer, essayer de leur montrer que la responsabilité ou jouer un rôle donc, dans le développement de son pays est une obligation. Alors si c'est une obligation, chacun doit apporter sa pierre. Il ne faut pas que toujours la femme soit reléguée au second plan, il ne faut pas toujours que la femme soit affectée aux tâches domestiques, il ne faut pas que la femme elle-même se stigmatise. Chez vous, à Obu, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles? Oui, il y en a. Il y en a beaucoup. Il y en a. Si nous fêtons donc, la journée du 8 mars, il faut voir, la salle est pleine de jeunes filles. Nous en avons beaucoup. Je crois que les prochaines élections vont permettre à ce que vous découvriez sur les listes de Obu beaucoup de femmes. Nous allons avoir le regard du représentant de l'UNI sur cette question liée aux contraintes par rapport à l'engagement de la jeunesse togolaise en politique. Je crois que je m'inscris dans la même ligne que les prédécesseurs, ceux qui ont parlé tout à l'heure sur cette question-là. Je voudrais remarquer aussi que quand on analyse un peu le parcours de Macron, on peut établir un constat. C'est que rien n'est donné gratuitement. Il faut que la jeunesse comprenne ça. Rien n'est donné. C'est vrai, tout à l'heure, la question était de savoir si les anciens constituent un frein pour l'émergence des jeunes. Non. Macron, il y avait Fillon, il y avait même François Hollande, il y avait d'autres gros morceaux qui étaient des classiques même de ce qu'on peut appeler les socialistes et les républicains. Mais malgré cette présence, Macron s'est battu. Donc, il faut que la jeunesse comprenne. Je suis d'accord avec eux. Il faut travailler pour l'émergence des jeunes dans la vie politique. Et donc, les jeunes doivent comprendre qu'il faut se battre, que la vie est une bataille. Oui, quand on prend les jeunes Togolais, Oui. Quand on prend Uni, par exemple, est-ce que vous ne vous battez pas assez? Puisque depuis, au niveau du RPT et puis Uni, on a visiblement, on a cette sensation de voir les mêmes personnes. Non, mais je crois que de plus en plus, il y a des jeunes qui s'intéressent à la chose. De plus en plus. Mais ils sont pas en avant. Ils sont pas mis en avant. Où est-ce que vous voulez les voir? Combien sont ministres?
Les jeunes? Oui. Mais, même si aujourd'hui, il n'y a pas sur la liste un jeune, mais ce n'est Oui, mais en fait, on ne peut les connaître que quand ils sont ministres, quand ils sont députés, quand ils sont maires ou directeurs de société. Mais s'ils sont jeunes, oui, s'il vous plaît, s'ils sont jeunes, ils sont relégués au second rang quelque part, oui, non, il y a problème. des jeunes qui sont promus, qui sont nommés. Mais je n'ai pas la liste et je n'ai pas les chiffres exacts pour vous donner que il y a tel pourcentage de jeunes dans... Nous ne le voyons pas. Ok, bon, mais de plus en plus, je sais qu'au niveau du Parti uni, de plus en plus, les jeunes s'intéressent à la politique. C'est un problème général. Ce n'est pas seulement à unir. Les jeunes sont désintéressés par la vie politique, par la chose politique. Ce n'est pas seulement à unir. Mais de plus en plus, comme tout dans d'autres formations politiques, les jeunes s'intéressent à la politique. Non, la situation c'est que les autres... Mais ça va venir. La situation c'est de que toutes les façons. Les autres ne sont pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir. Vous avez beaucoup plus de possibilités. Vous avez beaucoup Pendant de 50 possibilités ans. pour... Non, mais il ne faut pas dire 50 ans. Non, Je n'ai pas 50 ans. Il y a beaucoup Tu plus, n'as pas 50 ans. il y a beaucoup plus il y a beaucoup d'amalgame. plus de possibilités pour qu'un jeune qui milite à UNI soit devant qu'un jeune qui est au Non, cadre mais à la écoutez, CDPA. et le président. Mais tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez dit que certains ont dit qu'il y a eu Macron au Togo avant Macron en France. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est toi qui l'as dit. Non, mais en fait, j'ai dit oui, c'est ce que Non, certains mais tu as disent. donné caution à ce que tu as dit. J'ai rapporté. Mais tu as rapporté. Oui, j'ai Tu rapporté. n'as pas dit que tu as rapporté. De toutes les façons, c'était ça. Donc il y avait eu Macron au Togo avant. Avant Macron en France. Ça, c'est sûr. Quel est le rapport? Le rapport. Oui. Mais la jeunesse, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'âge. C'est par rapport à la pertinence des idées aussi. Voilà le rapport. Donc, à vous écouter... L'âge, la pertinence des idées, les projets pour les jeunes. Oui, à vous écouter ce qui se passe ce dimanche en France et qui est historique. Oui, le Togo l'a déjà vécu. À vous écouter. Pas dans les mêmes termes. Pas dans les mêmes termes. Mais par rapport au projet, à l'endroit des jeunes, aujourd'hui, par rapport à l'âge de la personne, je crois qu'on peut faire un rapport, un lien. Quelle est votre réaction sur ce que nous venons de dire? Dire qu'on a eu un Macron. Non, mais c'est lui qui l'a dit et je n'ai fait que reprendre. Pas de problème, mais je vais commenter. Si tu me permets, bien sûr. Monsieur? Si tu me le permets, bien sûr, je vais commenter ce qu'il a dit. D'accord, allons-y. Donc, moi, je crois que Macron est élu. Il est élu aujourd'hui et il y a beaucoup d'attentes. Les gens ne savent même pas s'il va réussir ou pas. Mais déjà, son élection a fait réjouir beaucoup de personnes. Mais est-ce que ce fut le cas du Togo en 2005? Je ne suis pas sûr. Quelle est la manière avec laquelle on a eu ce pré-Macron au Togo? Je ne suis pas sûr que la manière risque d'être évoquée aujourd'hui, ici aujourd'hui. Et ça n'augure rien de bon pour nous. On sait la manière par laquelle le gars est venu au pouvoir. Avant, il louait en fait le travail abattu par Macron. Mais quel travail fort avait abattu en 2005 avant d'être président? On connaît le coup qu'il a fait. Donc, si on veut s'inspirer de lui pour dire qu'il y a un Macron au Togo avant que le vrai Macron soit venu en France, je crois que c'est un problème. Je ne suis pas sûr qu'il faut s'aventurer sur ça quelque part. Représentant de Oui, merci. Je pense que pour cette question, il faut parler d'abord de la confiance. Il faudrait que nous, jeunes, puissions travailler pour que nos supérieurs ou les premiers responsables de nos partis politiques puissent avoir confiance en nous pour nous promouvoir. Mais moi, parlant de mon cas, je suis arrivé à Obu, j'ai fait un temps. À un moment donné, je me suis retrouvé donc dans le premier bureau national de la jeunesse, à un poste. Aujourd'hui, j'ai un poste encore plus élevé que ce que j'avais. Je crois que c'est par rapport au travail, à l'abnégation dont j'ai fait montre qui a permis à ce que les premiers responsables puissent avoir confiance. Donc la jeunesse doit travailler, avoir confiance en elle, démontrer qu'elle est capable de quelque chose. Je crois qu'à partir de cet instant-là, même si nos supérieurs barrent la voie, il y arrivera un moment où ils ne peuvent plus le faire. Aujourd'hui, je me réjouis parce que la jeunesse est tellement portée haut par le président national du parti que je salue au passage. Et il faudrait que tous les jeunes, nous les interpellons, en tout cas moi je les interpelle, il faudrait que tous les jeunes comprennent que le travail bien fait, la recherche du savoir, la recherche de la connaissance, voilà pour le moment. Oui, en fait, on va évoluer dans le débat. Et en Afrique, il y a quand même cette jeunesse d'Emmanuel Macron qui est saluée un peu partout dans les différents pays. Mais il y a quand même aussi cette curiosité. Et plusieurs chefs d'État africains qui sont au pouvoir ont vu défiler à l'Élysée
1, 2, 3, 4 chefs d'État et eux, ils sont toujours au pouvoir. Est-ce que c'est devenu normal qu'un chef d'État africain reste aussi longtemps au pouvoir et voire défiler dans les pays occidentaux, notamment aux États-Unis récemment et puis en France actuellement, autant de chefs d'État, puisque très souvent aussi ils sont à l'investiture de ces chefs d'État européens ou américains? C'est dangereux. C'est très dangereux pour la démocratie que nous voulons construire dans nos pays respectifs en Afrique. Et tout à l'heure, sur la question précédente, vous demandiez quelles sont les contraintes pour que les jeunes montent. Nous voulons évoluer, je veux qu'on évolue. Oui, c'est l'une des contraintes. C'est l'une des contraintes que vous voyez une famille qui régente tout un pays pendant 50 ans. C'est dangereux. C'est dangereux pour la démocratie parce que la démocratie aussi, c'est l'esprit de l'alternance au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il y a l'alternance démocratique au sommet de l'État, non seulement ça change la tête de celui qui dirige, mais aussi ça apporte un avancement sur le programme de société que chaque parti qui arrive au pouvoir apporte. Puisque lorsque vous arrivez au pouvoir, vous allez chercher coûte que coûte à mieux faire. Mais si vous êtes toujours là-bas, vous allez croire que vous êtes en train d'avancer, alors que vous êtes sur place. Voyez-vous, c'est pour cela que moi j'ai dit que c'est très dangereux qu'une seule personne soit au pouvoir pendant longtemps, ou bien un parti politique soit au pouvoir pendant longtemps. C'est très dangereux pour la démocratie que nous voulons construire. Donc, il faut que, pour changer cela, il faut que la jeunesse prenne ses responsabilités. Mon cher ami Sodjavi a dit tout à l'heure qu'il faut que la jeunesse ait l'audace. Il faut que nous osions. Et avant d'oser, il faut que nous apprenions de l'expérience de ceux qui sont à la tête de nos partis politiques aujourd'hui. Un jeune qui est pragmatique dans ses actions, et qui fait bien ce qu'il doit faire, qui est soucieux non seulement de l'avancement de son parti, mais de l'avancement de tout le pays, d'un développement harmonieux de tous les pays, mais ces pères ne peuvent que lui céder la place. Donc il faut que nous qui sommes la jeunesse, nous rassurions nos prédécesseurs que nous sommes capables de quelque chose. Nous sommes capables de les remplacer valablement. Sans cela, eh bien, ils vont rester là-bas. Parce que vous ne pouvez pas laisser la destinée de tout un pays dans la main de quelqu'un qui n'est pas responsable, de quelqu'un qui n'a aucune expérience, qui n'a aucune maturité politique. C'est pour cela que nous, au cas, chaque vendredi, nous nous retrouvons à Bébiche. Et nous convions les jeunes à venir à partir de 18h pour que nous discutions. C'est comme un agora. Que vous soyez de la CDPA, que vous soyez de l'UNI, n'importe quel parti, pourvu que vous soyez jeune, venez et que nous discutions des problèmes. Merci beaucoup, représentant de la CDPA, certains chefs d'État africains, pour les nommer par exemple, Yabia ou encore Denis Sassou Nguesso. Ils ont connu Chirac, ils ont connu Sarkozy, ils ont connu Hollande, ils sont en train de connaître Macron. Peut-être que Macron partira et ils resteront. Est-ce que c'est des situations, est-ce que c'est pas des situations qui freinent finalement le développement du continent? Ça, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, nous avons des gouvernements où le pouvoir d'État est confisqué, le pouvoir est pris en otage, le pouvoir n'est jamais mis en jeu. Parce que c'est des élections qui sont jouées et gagnées d'avance, il faut être sûr de ça. Les bulletins, c'est quoi? Les bulletins de vote servent juste à faire une chose. C'est pour se légitimer vis-à-vis d'une communauté internationale corrompue et que je dirais très faible par rapport à la situation. Mais face à ces enjeux, je crois qu'aujourd'hui, les autres ont eu à le dire. Nous avons une grande responsabilité, nous la jeunesse, face à ce grand défi. C'est des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils ont tout l'appareil d'État, ils ont quelque part le pouvoir exécutif, ils ont le pouvoir judiciaire, ils ont le pouvoir législatif, ils ont en plus les collectivités, ils ont tous les pouvoirs entre leurs mains, les grandes institutions. Mais ils ne veulent pas que notre idée, notre vision arrive à diriger le pays. Les gens sont habitués à voir la même chose pendant 50 ans. Mais rien n'a bougé, on parle de progrès. Par rapport à quoi? Quel était le départ? Par rapport à quoi? Progrès en quoi? Aujourd'hui, le chef de l'État peut nous parler d'un mandat social. Mais j'aimerais lui demander de pouvoir renommer ce mandat-là. Ça n'a rien de social. Aujourd'hui, on se bat juste pour une chose, c'est pour avoir une bonne cotation à la bourse diplomatique. On se bat pour organiser des sommets à coups des milliards, mais et l'éducation?
et la santé. Aujourd'hui, aller à l'hôpital public au Togo, c'est comme miser sur ta vie. Hein. Tu peux aller ne jamais revenir. Mais lorsqu'on me parle de progrès, et lorsqu'on est des jeunes, et on vient, alors que les Togolais nous écoutent, il faut qu'on leur soit, il faut tenir un langage de vérité. Et ce langage de vérité suppose à moi reconnaître que rien n'est fait. Lorsque vous confisquez le pouvoir d'État et vous ne le mettez jamais en jeu, il est clair que des présidents défileront dans les grandes démocraties et on sera condamné à vivre avec les mêmes personnes, sans aucun progrès social. Dans 5 minutes, les auditeurs vont vous poser des questions et je vais vous donner, vous, à chacun 1 minute pour nous dire son rêve, votre rêve. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Macron, il a rêvé de devenir chef d'État. Finalement, il est devenu chef d'État. Je ne sais pas quel est votre rêve à vous en vous engageant en politique. Représentant de Obu, Sondiavi Kodjo, quel est votre rêve en vous engageant en politique? Vous savez, j'aime mériter la confiance. J'aime que ceux qui sont des supérieurs à moi puissent reconnaître en ma personne une personne capable d'incarner un changement, d'incarner un travail bien fait. Alors pour cela, d'abord les postes électifs, moi je les aime. Donc si les conditions sont donc réunies, je crois que pour les prochaines élections locales ou législatives, vous me verrez. Quand vous avez abrigué donc certains postes électifs, pourquoi est-ce que les postes nominatifs ne peuvent pas être acquis? Moi aussi, je rêve d'être un Macron togolais dès que les conditions sont réunies. Mais nous devons travailler à ce que ces conditions-là soient réunies. On vous a compris, vous rêvez de devenir chef d'État un jour au Togo. C'est votre rêve. Gunther Petigo, Paquet plutôt, Paquet Petigo. Gunther, c'est une autre personne. Paquet Petigo, quel est votre rêve à vous? Mon rêve, je ne vais pas le dire directement, parce que je crois que c'est un processus. La politique est une carrière. Et je rêve, bien sûr, je l'avais déjà dit lors de ma première émission ici, vous me l'avez posé cette question. Je vous disais que si jamais les élections locales sont organisées aujourd'hui, c'est sûr que je serai candidat. Je vais partir forcément des élections locales et gravir les échelons. S'il faut atterrir, finalement en fait au palais de la présidence, pourquoi pas. Donc je me suis engagé en politique pour avoir une bonne carrière et surtout pour servir les Togolais, c'est ce qui est important. Ok, ça c'est également votre rêve. Et représentant de Obu Boko Kofi, quel est votre rêve? Représentant de UNIR, s'il vous plaît, quel est votre rêve? Oui, avant de... Non, mais en fait, 1 minute, s'il vous plaît, parce que les auditeurs vont commencer par appeler. Justement parce que lorsque cette question a été posée à Macron pour la première fois, il a dit à long terme, à court terme, il ne peut pas se prononcer sur ses ambitions. Et à long terme, il disait que dans 30 ans, il ne sera plus dans la politique. Mais moi, je crois que le rêve, c'est de contribuer à la vie de mon pays, au développement de mon pays, tout simplement. Donc, on verra après. Oui, vous n'êtes pas ambitieux de devenir... Si, contribuer à la vie, au développement de mon pays, c'est quand même des ambitions, c'est quand même une ambition. Développer à travers les projets, à travers, si possible, des élections, passer, devenir un élu, etc. Mais pour le moment, je ne peux pas vous dire dans ce studio ce que je vais devenir. Ok. Représentant du CAR. Moi, j'ai toujours rêvé d'agir sur les décisions qui peuvent aller dans le sens du développement harmonieux de notre pays. Raison pour laquelle j'ai toujours milité dans mon parti politique. Raison pour laquelle, en 2013, j'ai voulu être député, mais ça n'a pas marché, ce n'est que partie remise. Et mon rêve immédiat, c'est qu'en 2018, s'il y a les élections législatives, que je sois au Parlement, afin que je puisse contribuer au développement harmonieux, à la prise de décision au Parlement. Et puis après, on verra. Donc on a compris, oui, vous ne voulez pas atterrir tout de suite à la présidence, en fait, comme certains, en fait... Il faut apprendre à diriger quelque part avant d'arriver au sommet de l'État. Je vous souhaite beaucoup de chance. Je rappelle nos numéros à nos auditeurs, puisqu'à partir de cet instant, c'est eux qui vont vous poser des questions sur les 2 numéros, 96 50 34 37, 96 50 34 37, ou 22 46 19 05, 22 46 19 05. Le premier auditeur... Que quelqu'un travaille pour émerger. On n'a jamais interdit. Vous voyez. Ce n'est jamais interdit. Bien. Un autre auditeur. Allô? Très épineuse.
Cette question de surendettement, le Togo endetté à 87%, 87,15%, c'est dangereux pour notre économie. Notre économie qui, aujourd'hui, est tournée vers l'extérieur. Donc, pour tous nos programmes de développement, il faut tendre la main au Fonds mondial international, à la Banque mondiale et tout. Et donc, le Togo ne fait que se faire accompagner. Et il faut mobiliser les ressources à l'intérieur. Il faut, à un moment donné, taper du poing sur la table pour demander à ce que le denier public soit bien géré et qu'il n'y ait pas trop de détournement. Voilà. Je crois que c'est à partir de cet instant que nous pouvons mobiliser beaucoup plus de ressources pour financer nos propres projets de développement et ne pas toujours s'endetter pour embêter les générations futures. Justement, à propos sur la question, notre ami parlait du paiement qui peut s'échelonner sur la durée. Et vos enfants et les enfants de vos enfants risquent de payer pour les dettes contractées actuellement. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on s'endette trop? Oui, justement, on s'endette tellement. Et c'est ce que nous appelons le désordre budgétaire aujourd'hui. Vous savez, nous sommes dans un pays où, lorsque vous voyez le plan de développement du pays, même le vrai plan... Vous parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, nous sommes dans un pays où, lorsque vous voyez la gestion même du pays, ça pose un grand problème. Vous avez le sentiment que tout ce qui est fait est purement politique. C'est-à-dire on attend souvent le temps ou bien les périodes électorales pour lancer des grands chantiers qui sont à des coûts de milliards pour les Togolais. Le pouvoir d'achat n'augmente jamais. Vous voyez les jeunes, nous parlons justement des jeunes qui sont à 27 ans, à 28 ans, à 30 ans, qui vivent toujours avec leurs parents. Mais la condition, ça n'évolue pas. Mais le gouvernement, quelque part, je suis sûr qu'il n'est pas tellement concerné. Lorsque j'écoute le discours du chef de l'État, qui se tient 2 fois par an, la jeunesse n'est pas prise en compte. La jeunesse ne s'identifie pas dans ça. Les Togolais ne s'identifient pas dans ça. Tu as l'impression qu'on fait tout juste pour glorifier les missions à l'extérieur, dans la sous-région. On ne fait que vanter en fait les missions militaires et puis la diplomatie. Tout tourne autour de ça. Et aujourd'hui, nous croyons que pour y arriver, c'est le surendettement du Togo, il faut quand même permettre en fait aux communes, aux populations à la base de se doter des administrations locales avec à leur tête des responsables qui connaissent d'abord les populations, qui connaissent les besoins, les vrais besoins des populations. C'est un rôle qu'un ministère de développement à la base ne peut pas assumer. C'est pas possible. On ne peut pas rester ici à Lomé contrôler toutes les communes de Togo. C'est là le gros problème. On a mis sur le dos d'un ministère le rôle, bien la charge de ce que devaient faire en fait les communes, les collectivités en général. Donc je crois que le gouvernement doit revoir sa politique en ce moment et favoriser surtout en fait les réformes telles que toute la classe politique le préconise. Représentant de l'UNI, est-ce que vous avez le sentiment que le Togo est en surendettement? Je crois que l'endettement c'est un problème général dans les pays africains, même dans les autres pays du monde. Moi, je ne connais pas un seul pays qui n'ait pas de dette. Je ne justifie pas que le Togo, l'endettement, le surendettement du Togo est une bonne chose. Moi, tout comme les autres, j'appelle à ce qu'on travaille pour réduire la pauvreté, pour stopper l'endettement. Pour contenir cet endettement, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Ah oui, pour contenir l'endettement, pour gérer l'endettement. Bien, alors. Mais tous les pays du monde ont des dettes qu'il faut normalement pour que le pays change. Mais il faut essentiellement que les citoyens travaillent. Il faut aussi que l'on comprenne que chacun a son rôle dans le développement. Le développement, ce n'est pas une personne, c'est un ensemble. Moi, je crois que le pays va changer. Pourquoi pas? Vous voulez compléter? Oui. Il ne suffit pas de dire tout simplement que le pays va changer. Si les institutions sont ce que nous avons aujourd'hui, il nous sera difficile de changer ce pays. Parce que toutes les institutions qui peuvent aider au changement, au développement, sont verrouillées par le régime en place. Et c'est pour cela qu'il faut déverrouiller ces institutions à travers les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et quand je vois le chef de l'État, si je prends l'exemple de la CNDH, le chef de l'État nomme au moins 4 membres. Et c'est le Parlement qui nomme le reste. Alors que le Parlement, c'est encore le chef de l'État. Je me demande où est-ce que nous allons. Si celui qui doit être contrôlé,
est contrôlé par lui-même, il n'y aura pas de changement. Mais nous pouvons aller au-delà pour dire qu'il faut que le peuple togolais cesse de croire en un seul individu pour reprendre la lutte du processus démocratique, comme les Burkinabés l'ont fait. Bien, merci. On va retourner la parole à notre ami le représentant de l'UNI sur la deuxième partie de la question de Djibril. Vous l'avez compris que le Togo va de commission en commission. Commission en commission. Je crois que c'est des initiatives pour résoudre le problème. Où est le blocage? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. Tout à l'heure, notre ami dit il faut que. Nous ne sommes pas dans la fiction. L'opposition dans un pays ou un parti politique a un grand rôle à jouer. Il faut que toutes les formations jouent leur partition. Et le moment venu, il y aura alternance. Lorsque, par exemple, vous ratez les grands rendez-vous de l'alternance, comment voulez-vous qu'il y ait alternance? Lorsque, par exemple, on lance le processus électoral, vous ne formez pas les gens, vous n'envoyez pas les gens sur le terrain pour qu'ils s'inscrivent. Vous ne donnez pas les consignes justes pour que les gens s'inscrivent. Vos gens s'inscrivent massivement sur les listes. Après, vous vous présentez aux élections et vous n'avez pas de chance. Je ne le dis pas avec gaieté de cœur, mais je crois que chaque formation politique a un rôle à jouer pour que le pays change. On ne va pas seulement doigter de doigt un seul point pour dire voilà, vu que les institutions, ceci, c'est fini, rien ne va changer. Et non, je ne suis pas dans cette logique-là, s'il vous plaît. Représentant de Obu Sodiavi, Kodjo, est-ce que vous avez aussi cette impression que le Togo, avec ses problèmes, va de commission en commission? Oui, mais il y a trop de commissions au Togo. Il y a trop de commissions au Togo. Ça montre que la volonté politique n'existe pas. Parce qu'on n'a pas besoin de faire un folklore pour pouvoir décréter les 2 tours, 2 mandats donc de 5 ans. On n'a pas besoin de trop de commissions pour cela. Je me rappelle le 15 juillet 2016 où l'atelier du Hashkroun a eu lieu. Après des mois, il y a la commission qui a été formée. Jusqu'alors, les recommandations, qu'est-ce qu'on attend pour les mettre en œuvre? Nous avons le 6 décembre 2016 organisé un atelier donc sur la décentralisation. Il y a eu des propositions, mais jusqu'alors, quels sont les éléments frappants que le gouvernement actuel est en train de montrer à la population pour dire que les choses vont avancer? L'accord politique global d'août 2006 n'est pas encore vidé de son contenu, même si on dit entre-temps que c'est caduc. Donc il faut la volonté politique pour aller. Ouais. Un autre de tous les pierres qui ont été faites dans certaines localités, notamment à Badia, il nous rappelle ça tout le temps quand il a l'opportunité d'intervenir en ligne. Je ne sais pas si vous voulez réagir par rapport à son intervention. Oui, puisque la question m'est adressée. D'abord, on peut se féliciter qu'il y ait des projets dans ce sens, puisqu'il dit qu'il a posé la pierre. Après, il n'y a pas que ces pierres, de toutes les façons. Donc ça montre quand même qu'on fait quelque chose. Le parti ou alors le gouvernement fait quelque chose. Autre chose, maintenant, quand il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je crois que cette question-là, à cette question, je ne peux pas répondre. Voyez-vous, j'ai une petite réaction. Oui, allez-y. Lorsqu'il me dit que le simple fait de poser les pierres, c'est un acte de volonté politique, je ne suis pas d'accord. Non, on n'a pas parlé de volonté politique ici. Tu as dit que c'est un départ. Mais je dis que c'est quand même le début de quelque chose. De quoi? Des projets. De quel projet? Nous ne sommes pas dans la fiction, on parle des projets. Il a parlé de projets. Et puis vous déplacez le départ sur le projet politique. Non. Un projet, on le lance. Il a parlé d'élevage. Oui, est-ce que c'est projet politique? Vous dites? Il a parlé de projet d'élevage à Badia. Est-ce qu'il est parti poser une pierre lorsqu'il sait qu'il n'a rien à faire? Comment tu peux dire qu'il n'a rien à faire? Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais écoute, la preuve, M. Bozambou reviendra encore la prochaine fois à poser la question lorsqu'il aura l'occasion. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il a posé la pierre. C'est le début de quelque chose. Non, voilà ce que je dis. Oui, je ne parle pas de... Oui, l'inquiétude de Bozambo, c'est que ça fait 2 ans. En fait, oui, mais 2 ans, ça va venir. Mais est-ce qu'on peut vraiment, à ma place, vous pouvez vraiment répondre à cette question-là? J'ai compris. J'ai compris, vous, votre réponse. Oui, représentant de... Oui. Le tout n'est pas assez de poser une pierre. L'essentiel, c'est d'aller à la réalisation du programme. Le peuple togolais se meurt au jour le jour. Et jusque-là, on n'a pas réalisé, on ne réalise aucun programme.
dans ce pays. Bozambo ne se plairait pas, il ne se plaindrait pas. Non, il n'a évoqué que deux cas. Deux cas. Tout à fait. Il est dans sa localité et il y a un chef de l'État. Il attend. Non, mais c'est trop facile de critiquer. C'est trop facile de critiquer. Mais vous avez le pouvoir, vous avez l'appareil d'État. Mais vous ne laissez pas les autres également travailler. Désolé. Également pour les autres. On va essayer. Si cette question on a compris. Désolé. On va insérer un autre auditeur. Je voudrais répondre à mon cher ami que au moment de faire la campagne, on ne distribue pas de l'argent. Exact. Et il faut qu'ils comprennent ça comme ça. Si le régime en place, après avoir ramassé l'argent avec lequel il devait développer le pays, et le moment venu au cours des campagnes, il distribue, c'est une mauvaise chose. Et je voudrais lui dire que nous n'avons pas les moyens dans les partis politiques de l'opposition. Vous venez sur le terrain distribuer ce que nous pouvons faire, le sacrifice que nous faisons déjà. C'est de comment faire pour venir vers eux, leur expliquer la situation que nous traversons, leur dire que c'est eux qui ont le pouvoir. Parce que c'est le peuple qui a le pouvoir. Et le peuple ne peut pas remettre tout le temps le pouvoir à celui-là qui confisque la richesse du pays. Et quand il vient, il dit qu'il faut qu'on leur donne 1000 francs. C'est ce que je dis, que l'immaturité politique, voilà un exemple palpable. Sinon, celui qui est un électeur, qui dit qu'on doit lui donner 1000 francs pour qu'il s'en souvienne, mais 1000 francs pour 5 ans, vous ne voyez pas que c'est vraiment aberrant pour notre démocratie? Représentant de Obu. Oui, je voudrais comprendre la réaction de notre ami Malam. Mais il faut dire que c'est normal à un niveau donné où la population est maintenue dans la pauvreté. Aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple veut? Le peuple veut un soulagement. Le peuple se perd, pensant qu'un 1000 francs aujourd'hui ou un 2000 par là peut le sortir de l'ornière. Mais c'est faux, je m'inscris en faux contre cette réaction-là, cette mentalité-là. Et nous avons parlé de maturité politique, nous avons interpellé la formation. Moi, je vais dire que nous avons plus de 110 partis politiques au Togo, mais nous avons moins de 10 qui sont en activité. Et ces partis politiques doivent être soutenus par l'État en matière de formation des citoyens. L'État fait un peu, mais c'est par rapport aux partis parlementaires. Mais les partis extra-parlementaires, eux, ils ne sont pas en activité sur le terrain. Donc nous appelons l'autorité suprême à pouvoir prendre des dispositions pour que les partis soient financés, pour que la formation soit une réalité au Togo, pour barrer la voie à cette mentalité, à ces pratiques-là. Oui, beaucoup, Kofi, une réaction à l'intervention de Malam? Je crois que c'est un cas. On ne va pas généraliser. C'est un cas. Et puis c'est la liberté d'expression. Il s'exprime, c'est bien. C'est un cas. Oui, mais en fait, est-ce que vous êtes choqué par son intervention? Bon, je crois que ce sont des choses qui arrivent, qu'on peut constater facilement. Et la réponse de notre ami ne me gêne pas. C'est bon. Un autre auditeur pour continuer cette émission. Idéal, pour qu'il y ait alternance. Mais battez-vous. Toutes les parties doivent se battre. Et le moment venu, il y aura l'alternance. Ça, c'est clair. Une seule réaction, c'est celle de... Moi, personnellement, je pose en fait l'expression soulagement quelque part. J'avais entre-temps parlé de quoi? De la confiscation du pouvoir d'État. Il faut savoir que le pouvoir d'État n'est jamais mis en jeu. Les règles sont taillées depuis avant que l'élection ne se tienne. Il faut être sûr de ça. Maintenant, lui nous parle de programme, de pas de quoi finalement. Quel parti ne se bat pas? Combien d'élections n'ont pas été volées dans ce pays? Mais vous savez, vous réagissez, je vous comprends, vous êtes un petit rejeton dans une grande... quoi? Tu parles de quoi? Dans une grande forêt. Non mais du respect quand même. Rejeton quand même. Je continue. Vous me laissez parler s'il vous plaît? Vas-y. Dans ta logique. Les Togolais, ils sont là, ils sont en train de nous suivre. Les gens attendent des éléments de réponse de nous. Mais lorsque nous venons sur le média, nous les traitons comme s'ils sont dupes. Je ne suis pas sûr que les gens vont accepter facilement. Là, autre-temps, on parlait de l'immaturité politique. Vous n'avez pas trouvé de mesure. Mais heureusement qu'un auditeur vient nous éclairer de ce que vous faites sur le terrain. C'est une réalité. Non, mais laissez-moi parler, monsieur. Non, mais lorsque tu accuses, on peut quand même pas se laisser continuer. Vous invitez ça à venir. Voilà. Mais le gars a parlé, il dit que lorsque vous venez sur le terrain, eux, ils ont 1000 francs et ils ont 1000 francs pour... Il n'a pas dit unir. Mais il reprochait ça aux partis politiques qui ne faisaient pas ça. Mais on est en face de qui là? On est en face d'UNIR. L'UNIR est l'adversaire de tous les partis de l'opposition. Il parle de l'opposition qui ne vient pas sur le terrain avec des tricots et avec quoi? Et avec de l'argent, avec des 1000 francs pour 5 ans.
il parlait de vous, justement. De nous. Juste. Bien, moi, je voudrais poser une question à mon ami. Non, en fait, ce n'est pas vous qui posez les questions. Malheureusement, c'est moi qui les pose. Il nous reste 7 minutes. On va arrêter avec les auditeurs. Mais aux côtés de toutes les questions politiques qui sont posées dans notre pays, il y a une question aussi qui est très importante et qui est collée à la jeunesse togolaise. Il s'agit d'une question du chômage et du travail. Je ne sais pas si vous travaillez. Oui, vous travaillez où? Représentant du CAR. Je me débrouille. Pour débrouiller. Depuis que j'ai eu mon master en 2011, je continue de me débrouiller. Ouais, vous vous débrouillez. Représentant de la CDPA, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ce que moi je fais, j'ai fait des études de droit et en fait je me suis reversé dans la communication. J'en ai créé une entreprise, j'ai demandé un financement. On m'a dit que je ne réussirai pas. C'est ce qu'on m'a dit. Bien. Donc je ne fais rien. Représentant de Obu. Oui, moi je veux dire qu'en 2009, donc j'ai fait ma maîtrise à l'université de Lomé. Actuellement, je suis en master en économie de développement. Mais en termes de l'activité, il faut dire que je me débrouille. Moi, à un moment donné, je me suis frotté à l'audiovisuel. En 2013, j'ai fait un effort pour créer ma société, mais il faut voir comment, jusqu'alors, quand vous allez, c'est vraiment pas ça. C'est pas digne d'un jeune qui se bat, un jeune Togolais qui se bat parce qu'il y a un manque de financement, il y a un manque d'accompagnement. Ok, on a compris. Vous aussi, vous débrouillez. Oui, c'est représentant de UNIR. Je crois que l'autre m'a tout à l'heure traité de rejeton. Il dit qu'on lui a dit qu'il ne réussira pas et donc il ne fait rien. Je le comprends. Votre question, c'est... est-ce que je travaille? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Non, mais je suis enseignant. Vous êtes enseignant. Voilà. Dans quelle école? Au lycée Adi de Gomé 2. Ok, lui il est enseignant au lycée Adi de Gomé. Et de plus en plus, oui, vous voulez ajouter? À les entendre, c'est comme il n'y a rien du tout. Non, en fait, il parle n'y a rien du tout. Il parle de leur situation. S'il vous plaît, il parle de leur situation. D'accord. Je leur demande qu'est-ce qu'ils font dans la vie. D'accord. Le travail, ça c'est clair. D'accord. Il y a cette question du chômage qui est collée à la jeunesse africaine et togolaise en particulier. Je voudrais parmi vous qu'on puisse faire des propositions pour le gouvernement, parce que sans doute que les représentants de l'État nous écoutent. Quelles sont les propositions que vous pouvez soumettre à l'État pour plus d'emplois pour les jeunes? Oui, il faut dire que la question du chômage n'est pas spécifique au Togo. Et reconnaissant cet état de choses, moi je dis que si nous allons aux élections locales et que la décentralisation est une réalité dans notre pays, beaucoup de jeunes vont quand même pouvoir trouver du travail. Beaucoup de jeunes vont accéder à l'exercice du pouvoir au niveau local, et les mairies, les projets les partenariats donc avec l'extérieur vont permettre à ce que des projets soient réalisés et donc que les jeunes puissent trouver du travail. Au même moment, l'entreprise privée sera vraiment, véritablement encouragée. Quelqu'un veut ajouter? Vous avez des idées? Non, il a dit le problème clé, mais il faudra aussi qu'en attendant que le régime en place cesse la politique du clientélisme. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas avec eux, il y a la méfiance lorsque vous déposez votre dossier quelque part. Ah, monsieur Aoudi, j'aimerais bien vous prendre, mais j'ai peur que ça va créer des problèmes. Parce que vous faites partie de l'opposition. Voyez-vous? Donc, il faut que le régime abandonne cette stratégie de clientélisme. C'est-à-dire que si vous allez... On a compris, le clientélisme, on a compris. Voilà. Nous allons clôturer cette émission. Mais sur cet aspect, je n'ai pas donné de réponse. Si vous avez des idées? Je crois qu'on n'a pas forcément d'être au pouvoir avant d'œuvrer pour le développement de son pays. On connaît des cas où des gens qui sont dans la vie non politique, mais qui réalisent des choses. Donc, moi, j'encourage les jeunes à se mettre au travail. Même si on leur dit qu'ils ne réussiront pas, il faut dépasser cela et se mettre au travail. Et accompagner ce qui se fait déjà, même si ce n'est pas suffisant, il faut continuer et augmenter encore les capacités. Bien, merci. Nous allons terminer cette émission sur une question qui est liée au football et au sport. Je ne sais pas si vous aimez le football. Vous aimez le football? Ah oui. Vous aimez le football? Bon, mais... trop. Oui, mais en fait, la plupart des jeunes de par le monde ont une fois tapé dans le football. Est-ce que vous supportez un grand club, par exemple? Il faut avouer que
sur le plan footballistique, je ne suis pas un accro, donc je n'aime pas une idole comme club que je supporte. Ouais, malheureusement. Et vous, Audi? Depuis secrétaire, j'ai cessé parce que j'ai le poids des questions politiques. S'il faut que j'ajoute encore le poids du football, surtout le football togolais, vu la mauvaise gestion de la fédération togolaise, j'ai dû cesser parce qu'avant, je supportais pas ça. Ok. Ça, c'est mon équipe. Oui, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai dit que... Beaucoup de jeunes passent le temps de temps en temps à regarder des matchs de football. Et finalement, le week-end, vos temps de loisirs, vous les passez comment? Vous allez au cinéma? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que les Togolais passent réellement Je parle de vous. Moi, personnellement. Non, le week-end, je le mets à profit. Je travaille. Si je n'étais pas dans cette émission, je devrais être à Baguida en train d'animer un petit meeting avec les jeunes pour leur expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons et que les jeunes cessent de s'amuser, que nous nous mettons au travail. Ok, représentant de UPINI, qu'est-ce que vous faites le week-end, vos temps de loisirs? Vous les passez comment? J'écris. Vous êtes écrivain? Oui, j'écris. Métigo? Moi, personnellement, je fais de la lecture et j'aime beaucoup la lecture. Et en dehors de ça, il faut dire que je me prépare à être prêt pour les échéances à venir. Donc, lorsque je vais me débrouiller, durant toute la semaine, moi, le week-end, je les mets à profit à pouvoir me former par rapport à la politique. Et je dirais encore une chose, je dirais à tous les jeunes Togolais qui nous écoutent actuellement que face à ces grands défis que le Togo fait face aujourd'hui, la peur, le repli sur soi, le défaitisme, le pessimisme, mais le déclinisme ne seront pas la réponse. Il faut que nous levions. L'indifférence, la résignation. On ne doit pas se résigner, on doit se lever et travailler et surtout mériter la place et recevoir, bien obtenir la place que nous méritons. Bien, merci. Je voudrais saluer quelqu'un. Oui, allez-y rapidement. Je voudrais dire bonjour à une aimable personne. Non, mais en fait, si c'est une Monsieur Martial Akpané, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est mon mentor en culture politique. Oh oui, bien, merci d'être venu. Malheureusement, il est l'heure de rendre l'antenne, mais quand même, je voudrais vous remercier d'être venu. Petigo Parquet, je rappelle que vous représentez la CDPA. Boko Kofi de UNIR, Swadiavi Kodjo de Obu et puis Aoudi Kodjo du CA. Cette émission s'achève ainsi. Romaric Frita est resté à la technique. Je suis Pierrot Atiobe. À dimanche prochain. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.